Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 14 septembre 2017. Elle est diffusée pour la première fois mercredi 27 septembre 2017 de 21h30 à 23h et réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Marie. Bonsoir Jean. Bonsoir. Vous êtes humanitaire et membre de l'association Village Carénie. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de Village Carénie ? Alors Village Carénie, c'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 4 ans et qui vise au développement en gros du pays Carénie en Birmanie. Enfin l'État Carénie qui est un des 7 États qui constituent la Birmanie. Alors qui sont les Carénies ? Alors les Carénies sont donc les habitants de l'État Carénie, dont la majorité sont de l'ethnie Kaya. Donc ce sont des cousins des Karen qui sont plus connus en France. Donc les Carénies sont en fait en guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale contre le gouvernement central birman. Leur État est un des plus pauvres de la Birmanie, il a été ravagé par la guerre. Et donc voilà, nous travaillons à la reconstruction de cet État. Quand on veut se rendre en pays Carénie, comment fait-on ? Alors maintenant qu'un cessez-le-feu a été signé, il a été signé en 2012 entre l'armée Carénie et l'armée birmane, on peut se rendre en tant que touriste dans l'État Carénie. On prend l'avion, on va à Rangoon, et puis là, on peut prendre un avion ou un bus pour l'État Carénie. Et là, quel paysage découvre-t-on ? À quoi ça ressemble le pays Carénie ? Alors, le pays Carénie est constitué, on va dire, en 2 parties. Vous avez toute la partie est, qui est donc frontalière avec la Thaïlande, qui est un massif montagneux, qui est traversé par un grand fleuve qui s'appelle la Salween, qui est un fleuve qui vient du Tibet, qui traverse tout le Yunnan, donc en Chine, puis l'État Shan, qui est l'État au nord de l'État Carénie, donc qui fait partie de la Birmanie, et puis qui traverse ensuite l'État Carénie du nord au sud. Et ensuite la partie ouest, qui est une grande plaine dans laquelle se trouve la capitale et une grande plaine agricole, on va dire. Alors comme vous le disiez, on connaît un peu les Karen en France. Les Carénies, comment les avez-vous découverts ? Comment les avez-vous rencontrés ? Alors ça s'est fait, on va dire, petit à petit. Je travaillais à l'époque en Thaïlande, donc sur la frontière. J'ai été amené à côtoyer les Karen dans cette région, parce que les Karen, en gros, le peuple Karen et Carénie une partie de leur peuple est à cheval sur la Thaïlande et la Birmanie, bien que la majorité soit en Birmanie. Et en fait, en remontant toujours plus au nord, on va dire, je suis tombé donc sur les Carénies. Ces Carénies sont chrétiens, tous, en partie ? Alors, ils sont à majorité animistes, on va dire. Ils ont une tradition qu'on appellerait chez nous païenne, ils croient aux esprits. Ils ont été évangélisés par des missionnaires catholiques de Milan, les Pimées, donc au XIXe siècle. Donc il y a une grosse implantation de l'église catholique là-bas. Dans la capitale, Leuco, vous avez 9 congrégations religieuses, je crois. C'est une implantation ancienne et on va dire qui joue un gros rôle dans la politique de cette région. Et après, évidemment, il y a des chrétiens, des protestants d'églises évangélistes américaines ou autres. Vous évoquiez régulièrement le sujet de la guerre. Alors tout le monde ne connaît pas bien l'histoire récente de la Birmanie. Est-ce que vous pourriez le resituer pour nos auditeurs ? Alors, pour résumer,
quand la Birmanie a obtenu son indépendance, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, l'armée birmane a lancé une politique jacobine, on va dire, contre tous les États du pourtour du pays. La Birmanie, qui est un État fédéral, la Birmanie est un État fédéral. Oui, la Birmanie est un État fédéral. C'est-à-dire qu'en gros, elle est constituée de 7 États et 7 régions. Et donc, ces 7 États avaient une assez grande autonomie. Et l'armée birmane a tenté d'avoir un contrôle total de ces régions-là. Et sont donc entrés en guerre avec les ethnies qui constituaient ces États, qui étaient armés, puisqu'ils avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, pour beaucoup aux côtés des Anglais contre les Japonais. Et donc, s'en est suivi 60 années de guerre civile, donc qui variaient en fonction des périodes d'un État à l'autre, parce que l'armée birmane, les généraux birmans sont quand même assez malins, ils n'attaquent jamais sur 3 fronts à la fois. Et du coup, quand c'était la guerre dans l'État Karen et l'État Karenni, ils étaient en paix avec leurs voisins du nord dans le Kachin et le Shan. Et puis, maintenant que la paix est signée, maintenant que un cessez-le-feu est entamé avec, par exemple, les Karen et Karenni, ils font de nouveau la guerre dans le Kachin ou l'État Shan plus au nord. Et puis maintenant, évidemment, sur la frontière du Bangladesh. Alors, on en parlera assez rapidement. Pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, quand on parle de l'armée birmane, est-ce qu'on parle d'une ethnie qui aurait pris l'ensemble des pouvoirs militaires? Est-ce qu'on parle d'idéologues qui mettraient en place leur pensée? En fait, que représente cette armée? Alors, d'abord, cette armée, en termes de nombre, elle est assez conséquente. Je crois qu'il y a environ 450 000 hommes. Donc, c'est pas négligeable. En fait, la géographie de la Birmanie fait que le pays est gouverné par l'ethnie Bamar, on va dire, qui est l'ethnie de la plaine centrale de Birmanie, qui d'ailleurs a donné son nom à Birmanie, Bamar, Birmanie. Et donc c'est eux qui tiennent les manettes du gouvernement depuis des siècles. Et alors ces Bamar sont donc en fait ils revendiquent être le cœur de la nation birmane, c'est voilà, ça, ou en fait sa raison d'être. C'est ça. Alors justement, il y a eu des tentatives on va dire, d'un partage, on va dire, d'une partition de la Birmanie, peut-être, on pourrait dire. Mais quand, par exemple, les militaires ont changé le nom de Birmanie en Myanmar, qui est le nouveau nom maintenant officiel, histoire d'en faire le pays de toutes les ethnies qui constituent la Birmanie. Mais après, dans la réalité, c'est toujours l'armée centrale, on peut dire, le pouvoir central, qui les contrôle. Alors, quel intérêt cette armée centrale avait-elle à poser des problèmes aux Karen et puis aux Karenni? Alors, leur intérêt, il y a déjà, je pense, une idéologie qui est celle de l'ethnie du gouvernement, enfin l'ethnie principale qui doit avoir la main mise sur les autres. Et au-delà de ça, on va dire un intérêt économique, puisque les États périphériques sont des États montagneux et dans lesquels qui sont pleins de ressources naturelles, minières, du bois précieux, des potentiels hydroélectriques, et puis il y a aussi des routes. Vu que ces États constituent le pourtour du pays, il y a les voies d'accès vers les pays voisins. Donc la Chine, la Thaïlande, le Laos, l'Inde. Oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Birmanie est en fait un État creuset de l'ensemble de la région. C'est un carrefour. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie. Les géopolitologues parlent d'un pivot, parce que c'est vraiment le pays qui se trouve justement au carrefour, on va dire, de l'Inde, de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. L'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est et d'autres puissances essayent d'avoir de l'influence. Avant de parler d'aujourd'hui, quelles ont été les influences les plus marquantes au cœur de l'histoire pour la Birmanie? Alors, l'une des influences les plus marquantes a été celle de
de la couronne britannique. C'était une colonie britannique jusqu'à donc la Seconde Guerre mondiale. Et après, si on remonte de manière plus ancienne, on peut dire peut-être une grosse influence indienne. La Birmanie est marquée par l'Inde. Il y a une grosse présence indienne qui d'ailleurs est une des conséquences de la colonisation britannique, les Britanniques qui ont amené des Indiens pour en faire l'élite de fonctionnaires birmanes. Alors quand vous vous retrouvez, Jean, au cœur de ce pays, ça doit être tout à fait fascinant. Parce que en fait, vous croisez des ethnies très différentes, des religions très différentes, des influences très différentes. Comment vous faites le tri entre tout ça pour pouvoir vous en sortir ? Alors, c'est vrai qu'on est d'abord un peu désorienté, surtout quand on a été habitué, même des personnes qui résident depuis longtemps dans des pays voisins, que ce soit la Thaïlande ou le Laos ou le Cambodge, qui sont globalement, on peut dire, ethniquement homogènes. Quand ils arrivent en Birmanie, ils sont assez déroutés de voir autant de cultures, de faciès différents. Après, en tant que Français, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que la Birmanie est un peu la France d'Asie du Sud-Est. En fait, on y retrouve des différences culturelles, géographiques, une profondeur historique qui est similaire, on peut dire, à celle de la France. Enfin, qu'on retrouve moins dans les pays alentours. Je voudrais pas choquer des personnes si ces personnes sont amoureuses d'autres régions d'autres régions. Et par exemple à Rangoon, est-ce qu'il y a des représentations des Karenni ou est-ce que c'est une ville pour eux qui est inexistante ? Alors non, il y en a très peu. Il y a une communauté Karen à Rangoon, parce que c'est déjà l'État Karen est déjà se trouve plus proche de la capitale, enfin l'ancienne capitale qui est Rangoon. On y retrouve quelques représentations des différentes ethnies, mais très peu. En revanche, au niveau des religions, oui, on trouve des représentations de toutes les grandes religions qui sont présentes en Birmanie, à savoir le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme et puis les musulmans. Et vous qui êtes un acteur humanitaire qui tentait d'interpeller la communauté internationale, ou du moins quelques Français, sur cette question, vous avez vu arriver, je pense un peu comme nous tous, la déflagration médiatique autour de la question des Rohingyas. Est-ce que vous pourriez nous dire qui ils sont ? Et est-ce que, par exemple, vous en avez déjà croisé en Birmanie ? Et quelle a été votre expérience de cette rencontre ? Alors, oui, effectivement, j'avoue que j'ai été assez surpris, moyennement surpris, on va dire, quand j'ai vu ce que vous appelez une déflagration médiatique. On avait commencé à voir les prémices de cela dès 2012, l'implantation des camps gérés par l'UNHCR, par l'ONU, au Bangladesh. Dès 2012, on voyait déjà même en Thaïlande, dans les camps de réfugiés en Thaïlande, des Rohingyas, des musulmans d'Arakan. À l'époque, personne ne parlait vraiment des Rohingyas. Moi, j'ai pu en côtoyer. En côtoyer, après, je n'ai jamais eu l'occasion de dialoguer ou de parler avec ces personnes. En revanche, les Karen m'ont parlé un peu ce qu'ils appelaient les Kolasu, donc ce qui veut dire les étrangers noirs. Alors, les Occidentaux, ils les appellent les Kolawa, ce qui veut dire étrangers blancs, et ce qu'ils appelaient les Kolasu, donc ce sont ces musulmans d'Arakan ou des Indiens, par exemple. Et alors, d'où viennent-ils, ces musulmans d'Arakan ? Alors, ils ont... on va dire que c'est une vieille implantation. Le terme Rohingya, si je ne me trompe pas, veut dire en fait dans leur dialogue le peuple de l'Arakan, de cette région-là. Donc c'est une vieille implantation. Ils sont en fait d'ethnie, on va dire, sont des Indo-Européens.
Donc ils sont plus proches effectivement des Pakistanais que du type birman ou tibéto-birman qu'on retrouve plutôt en Birmanie. Donc ça déjà c'est un premier marqueur, on va dire, alors justement de discrimination à certaines ONG. Certaines ONG, j'ai lu ça, disent oui, ils sont discriminés par leur couleur de peau. Alors c'est un raccourci assez facile. En fait, ils sont de fait, c'est de fait un peuple qui n'a rien à voir avec les peuples bouddhistes birmans qu'ils côtoient. C'est un peuple qui n'a donc rien à voir avec les peuples bouddhistes birmans. Pourquoi l'État birman, ou du moins l'armée birmane, que leur reproche-t-il ? Alors, s'il fallait remonter, on va dire, aux sources de ce conflit, moi, je pense personnellement qu'on peut remonter à la guerre d'indépendance du Bangladesh dans les années 70, ce qui est en fait la création du Bangladesh, qui était en fait tenu par le Pakistan. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu je pense des gros mouvements de population sur cette frontière et qui a un peu alarmé l'armée birmane, qui ont vu, je pense, d'un mauvais œil ces musulmans armés commencer à passer d'un côté et de l'autre de la frontière, à s'installer dans cette région. Enfin, je pense que là, en gros, ils se sont dit signal d'alarme. On est déjà en guerre avec pas mal d'ethnies du pourtour. Si en plus on commence à devoir faire la guerre à des djihadistes, donc voilà, je pense ça pourrait remonter là. Hein. C'est ce que disent même les journalistes. Les journalistes qui ont écrit des articles récemment parlent du début sous le général Ne Win, qui ne les aurait pas reconnus quand le gouvernement a fait le listing des ethnies officielles de la Birmanie. Donc en gros, ils ont listé toutes les ethnies, des ethnies birmanes. Ils ont fait une liste de 135 ethnies officielles, je crois, et ils n'ont pas mis dedans les Rohingyas. Ils n'ont pas mis les Rohingyas, mais ils n'en ont pas mis beaucoup d'autres. Hein. Les Rohingyas ne sont pas les seuls oubliés de Birmanie. Et je pense que parmi les oubliés, après, on n'est pas dans une course à la victimisation, hein, mais il y a des régions de Birmanie qui sont en guerre et dont les peuples se font martyriser par l'armée birmane depuis, bien plus violemment que les Rohingyas. Alors, ce qui devrait nous interpeller sur pourquoi ce focus médiatique tout à coup sur ces gens-là. Pourquoi pas sur le Kachin ou sur même les Takaren et Karenni lorsqu'ils étaient en guerre il y a quelques années. Le Kachin, par exemple, pour que les auditeurs comprennent bien, quel est le problème là-bas ? Alors, dans l'État Kachin, il y a une guerre mais conventionnelle, celle-ci, qui oppose l'armée Kachin, la KIA, hein, Kachin, donc l'armée Kachin à l'armée birmane. Et donc c'est une guerre de position depuis que l'armée Kachin a monté des camps fortifiés sur la frontière, et ils se battent. Donc il y a des duels d'artillerie, et puis évidemment l'armée birmane bombarde aussi des villages. Il y a des milliers de réfugiés qui se trouvent donc sur la frontière chinoise. Donc voilà, c'est pour le coup un conflit mais conventionnel, c'est pas une guerre civile. Ce conflit conventionnel et ces guerres civiles, nous allons essayer de mieux les appréhender, de mieux les comprendre avec un nouvel invité, Philippe Ragui. Bonsoir monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir dans ce libre journal des débats. Je suis avec Jean-Marie en plateau, humanitaire, membre de l'association Village Karenni. Vous êtes écrivain, chargé d'études, chercheur en géopolitique et directeur du département Asie du Sud-Est à l'Académie internationale de géopolitique. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Alors nous discutions un petit peu de l'expérience que Jean a de la Birmanie, de ses voyages. Si on veut bien comprendre la constitution de l'État birman,
Euh, Aujourd'hui, on sépare beaucoup entre l'État et l'armée. D'où viennent ces différences et sont-elles pertinentes? L'État et l'armée, je dirais, ils sont quasiment consubstantiels, si je puis dire, de l'état-birman pour la bonne et simple raison, c'est que au départ, au moment de l'indépendance, il a été un des éléments moteurs de la naissance de l'État. Donc, il a toujours cherché à conserver, enfin, je parle de cette institution, à conserver sa prééminence, ce qu'il a fait jusqu'en 2011-2012, lorsqu'il a été obligé de passer la main et encore de manière, enfin plutôt de manière la plus visible possible, mais en fait dans l'arrière-boutique, ils tiennent quand même toujours la main puisqu'ils ont des intérêts économiques colossaux, ce qui fait que ils ont quand même la préséance. Par ailleurs, ils ont un nombre de députés à l'Assemblée qui leur est réservé. Ils ont un nombre de sièges qui leur est réservé. Ils ont un certain nombre de ministères également qui leur sont réservés, comme l'Intérieur, la Défense, le ministère aussi des Frontières. Donc, ce qui fait que l'armée, avec les moines bouddhistes, sont un des deux piliers de l'État birman. Ces deux piliers, ils semblent être en confrontation régulière avec ce dont on parlait tout à l'heure, avec la mosaïque ethnique et religieuse qui constitue l'État birman. Euh, pour quelles raisons? Je crois qu'il y a 135 ethnies à peu près en Birmanie, si je ne me trompe pas. Officiellement, oui, c'est ça. Est-ce que cet État a besoin de combattre une partie de ces ethnies parce que ça permet d'avoir un facteur d'unité d'une partie importante de la population? Est-ce que ces ethnies mettent en danger la cohérence de l'État birman? Pourquoi ces conflits sont-ils latents? Alors, vous avez différentes catégories de minorités, parce que vous avez des minorités qui sont des minorités ethniques, vous avez des minorités qui sont des minorités religieuses. Pour ce qui est de l'aspect ethnique, les Birmans représentent quand même 80, comment dire, les bouddhistes représentent 88%, 87-88% de la population. Par contre, pour ce qui est de la comment dire des ethnies, c'est quand même un peu plus différent puisqu'ils représentent presque 70% les Birmans. Parce qu'on appelle Birmans, nous, les citoyens de Birmanie, enfin du Myanmar actuel, mais c'est également, dans la langue française, c'est également une ethnie, une des ethnies qui composent. Et donc, effectivement une mosaïque, mais bon, quand c'est un petit peu aussi le résultat de la décolonisation. Des peuples se sont constitués, se sont déjà levés contre les Britanniques et ont déclaré tel territoire indépendant, et ces territoires étaient composés de différentes minorités. Donc ensuite, il a fallu se constituer. Étant majoritaire, bon, ben les Birmans bouddhistes, eh bien, se sont accaparés la grosse part du gâteau et ne veulent pas la lâcher, et ils estiment avoir une légitimité à gouverner ce pays, et à une légitimité à avoir cette prééminence par rapport aux autres composantes, à ces différentes minorités dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette armée en lien avec les bouddhistes représente uniquement des intérêts en place? Est-ce qu'elle fonde son action sur la défense d'intérêts économiques et de pouvoir, ou est-ce qu'elle a développé une idéologie, une doctrine de pouvoir particulière? Oui, effectivement, il y a une sorte de doctrine qui a été élaborée. Enfin bon, ce sont des arrangements entre justement ces deux pôles du pouvoir, enfin de l'État birman, avec les bouddhistes et donc eux, l'armée. Mais aujourd'hui, ils marchent encore main dans la main. Ce sont des nationalistes, que ce soit les militaires, que ce soit les bouddhistes en question. Il suffit de voir les différents mouvements qui s'agitent en ce moment face
cette rébellion, à cette insurrection dans l'État du Rakhine. Et ce sont des bouddhistes menés par deux mouvements dirigés par des moines. Et l'armée, bien sûr, les soutient en sous-main, voire même directement en combattant à côté d'eux. Alors, vous l'avez expliqué vous-même, l'État du Rakhine fait aujourd'hui parler de lui, et plus spécifiquement une partie de ses habitants, les Rohingyas. On essayait de trouver de définir un petit peu avec Jean la réalité de cette population. D'où vient-elle d'après vous, et quelle est son unité? Alors bon, il faut définir déjà ce que sont les Rohingyas. C'est une minorité, une double minorité, parce que c'est une minorité ethnique et une minorité religieuse. Ethnique parce que c'est un sous-groupe qui est issu du peuple du Bengale, enfin du Bangladesh voisin, et religieuse puisqu'ils sont musulmans. Néanmoins, si on s'en tient aux médias mainstream pour expliquer ce qui se passe actuellement, ce serait apparemment l'aspect religieux, à savoir le fait d'être musulman, qui ferait que les Rohingyas s'attirent les foudres et des Birmans bouddhistes militants et des militaires de Naypyidaw. Et ce qui fait que on a une approche biaisée de la réalité, puisque il y a deux autres minorités musulmanes en Birmanie. Vous avez ceux qui sont d'origine indienne et ceux qui sont d'origine chinoise, et qui, eux, n'ont pas spécialement de problème, en tout cas pas de même nature que les Rohingyas avec le pouvoir birman. Donc ce n'est vraiment pas l'islam qui est en état de cause, c'est le fait que les Rohingyas font partie d'une minorité qui déjà ne parle quasiment pas la langue locale, les langues locales. Ils parlent un dialecte qui s'apparente au bengali. Ils ne font aucun effort pour s'intégrer à la nation birmane. Et puis en même temps, vous avez quand même une dimension historique qui vient s'ajouter à cela, à savoir que au moment de la conquête de ces territoires par l'Empire britannique, les Britanniques avaient utilisé ces minorités pour attaquer les Birmans. Par ailleurs, au moment de l'indépendance, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de même, les Britanniques ont utilisé les Rohingyas contre les Birmans qui se soulevaient pour établir un État indépendant. Alors, ce qui fait qu'avec ces antécédents, avec cette façon d'être des Rohingyas vis-à-vis de leurs non pas concitoyens, parce qu'en fait ils ne sont pas citoyens dans les faits, ils n'ont pas le statut de citoyen, ils ont le statut de population associée à la Birmanie. Et nous avons une approche, malheureusement à cause de nos médias mainstream, une approche biaisée de la réalité. Il y a des intérêts internes qui font qu'ils sont rejetés, et le fait est que ils prennent également les armes contre l'État birman. Ils attaquent des postes de police, ils attaquent des militaires, ils s'en prennent également à la population arakanaise qui est locale et qui, elle, est de souche, si je puis dire, et qui est bouddhiste. Vous avez des intérêts régionaux également qui s'en mêlent, et des intérêts beaucoup plus lointains, des intérêts régionaux, puisque vous avez cette dimension musulmane qui fait que des islamistes utilisent ce territoire et cette minorité pour avancer leurs pions. Vous avez notamment le Pakistan et l'Arabie Saoudite qui financent ces mouvements de rébellion et d'insurrection Rohingya. Quel est l'intérêt, par exemple, du Pakistan et de l'Arabie Saoudite au Bangladesh ? Alors là, les intérêts sont des intérêts qui relèvent de l'islam politique, tout simplement, c'est-à-dire avancer les pions de l'islam à l'échelle régionale. Par ailleurs, les islamistes un peu plus djihadistes, je dirais, également, ça leur permet d'avoir un foyer d'insurrection et de recrutement et de développement de leurs troupes. Vous avez des intérêts un petit peu plus lointains également, mais qui convergent parce que elles pourraient paraître
a priori antithétiques, mais en fait elles se conjuguent avec les intérêts islamistes. Ce sont les intérêts d'une part de certaines compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui utilisent des ONG pour évincer le groupe français Total qui est présent dans le pays depuis 1992 afin de remplacer Total et de venir sur place, étant donné que Total a une place un petit peu plus importante. Et parce qu'il se trouve que la Birmanie, comme vous savez, a une façade sur le golfe du Bengale, donc sur l'océan Indien, et que la Chine, qui est voisine, puisqu'elle a une frontière commune avec la Birmanie, a passé des accords avec la Birmanie pour s'approvisionner en gaz et en pétrole. Un pipeline a été construit qui traverse la Birmanie, qui part de la Chine, de Kunming, dans le Yunnan, pour arriver sur le golfe du Bengale et sur le territoire du Rakhine, justement où se trouvent ces Rohingyas. Donc on peut aisément comprendre que si jamais il y avait des troubles, et c'est le cas dans cette province, si l'approvisionnement en gaz et en pétrole de la Chine était perturbé, Pékin ne verrait pas ça bien sûr d'un bon œil. Donc ça perturberait les approvisionnements énergétiques que la Chine essaye de diversifier, puisque avoir une source qui viendrait de cette façade maritime, lui permet d'éviter le passage de pétroliers qui jusqu'à présent est obligé de descendre par le détroit de Malacca pour arriver sur la façade de la mer de Chine orientale. Vous avez aussi d'autres intérêts un peu plus lointains qui sont les intérêts étatiques, nommément les États-Unis. États-Unis qui sont en train de débattre dans leur Sénat d'une normalisation des relations militaires avec la Birmanie. Oui, mais n'oublions pas que affaiblir la Chine fait partie de la stratégie des États-Unis. Ils ne s'en cachent pas. Et le fait d'affaiblir sur ce plan Pékin, les États-Unis verraient en tout cas ça d'un bon œil. Donc alors je ne dis pas qu'il soit partie prenante, mais en tout cas qu'il relaye l'information, la fausse information ou en tout cas qu'il se focalise sur ce conflit et sur ces minorités et qu'il présente comme uniquement brimées alors qu'elles participent elles-mêmes également à des massacres et à des attaques. Je trouve que c'est un peu fort de café, quoi. Oui, vu la situation que vous décrivez, on connaît un peu la méthode employée. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous précisiez que les Rohingyas eux-mêmes étaient en situation de rébellion. Oui. Depuis quand et avec quelles revendications ? C'est une très vieille rébellion. Je vous dis, c'est quelque chose qui, alors certes, c'est un peu plus pris d'ampleur depuis à peu près il y a moins d'une dizaine d'années, mais néanmoins, ils ont toujours été en proie à des émeutes ou à des révoltes. Et justement parce qu'ils se trouvaient en situation de minorité opprimée, puisqu'ils n'ont pas de carte, je vous dis, de citoyens en Birmanie. Ils n'ont pas le droit de quitter leur territoire, mais néanmoins ils ne font rien pour s'y intégrer, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas la langue, il n'y a aucune interaction avec les Arakanais ni avec d'autres composantes de la population de Birmanie ou du Myanmar aujourd'hui. Donc on a passé en fait un cap supplémentaire avec l'intrusion justement de ces mouvements financés et téléguidés par le Pakistan, les mouvements islamistes du Pakistan, et financés également par l'Arabie Saoudite. Donc ce territoire est devenu un creuset dans la stratégie des islamistes, qui soient des islamistes politiques ou strictement politiques, voire djihadistes, parce qu'il y a des liens entre les mouvements du Rohingya, par exemple le Arakan Rohingya Salvation Army, qui est en fait dirigé par des personnes qui ont été entraînées, financées
par les services pakistanais. Oui, Ataullah, qui est le chef de l'ARSA, justement, dont vous parliez, l'Arakan Rohingya Salvation Army. Ataullah est né au Pakistan et il a eu un entraînement militaire là-bas et il a ensuite émigré en Arabie Saoudite. Voilà. Et c'est lui maintenant qui est de retour et qui a monté ce mouvement ARSA qui s'appelait encore il y a un an Haraka al-Yaqin, qui est en gros qui est un terme plus religieux, je crois, pour dire mouvement de la foi ou mouvement de la paix ou quelque chose comme ça, et qui s'est transformé en ARSA, je pense. À des fins de communication. À des fins de communication, bien sûr. Et voilà. Vous avez aussi d'autres mouvements un peu plus anciens, comme le Rohingya Solidarity Organization, qui sont moins armés, mais d'autres un peu plus armés, comme le Arakan Rohingya Islamic Front, et qui, eux, sont en tout cas, il a été observé des relations déjà depuis les années, dans les années 2010, avec des mouvements insurrectionnels présents en Thaïlande voisine, dans le sud de la Thaïlande. Vous savez que vous avez que l'État thaï fait face à une rébellion islamiste également. Et à la frontière avec la Malaisie. Voilà, exactement. Et il a été observé en tout cas des liens. Alors pour en préciser nature, c'est assez difficile. Néanmoins, il y a des liens entre ces différentes organisations, et ce qui montre un petit peu la régionalisation de ce conflit. Et par exemple, quand ces fronts islamistes en Birmanie reçoivent des armes, de l'argent, des formateurs, par où passent leurs émissaires? Par le Bangladesh ou par la frontière indienne? Par le Bangladesh, très certainement. Par le Bangladesh et puis par les côtes du Rakhine, qui sont ouvertes sur le golfe du Bengale, comme je vous le disais. Mais bon, les frontières sont effectivement assez poreuses dans ces régions, et il n'est pas étonnant que ces armes puissent entrer facilement sur le territoire. Autre chose que j'ai oublié de préciser quand même, que sur ce mouvement dont on parlait tout à l'heure, donc l'ARSA, c'est que il mène un combat certes contre l'État birman. Néanmoins, tous ceux qui parmi les membres de cette minorité ne seraient pas d'accord, eh bien il les élimine tout autant, Donc c'est vraiment une stratégie révolutionnaire de terreur vis-à-vis même de leur propre population, ceux qui ne voudraient pas les suivre, ou alors qui rechigneraient à adopter leur stratégie de violence armée vis-à-vis de l'État birman. Oui, en fait, ils appliquent la stratégie traditionnelle de l'islam militaire et politique. Oui, et puis de tout mouvement révolutionnaire aussi. Il faut pas uniquement faire une fixation sur l'islam. L'islam est une des composantes, mais je veux dire, dans la stratégie même, c'est une stratégie révolutionnaire. L'islamisme étant une idéologie, elle applique là aussi, elle également des principes d'action révolutionnaire. Oui, bien sûr. Al-Qaïda menace de représailles l'État birman et écrit dans son communiqué: le traitement barbare infligé à nos frères musulmans ne restera pas impuni. Est-ce que c'est de la communication, ou est-ce que, par exemple, les liens avec les organisations que vous aviez citées précédemment sont établis et bien connus? Il y a des liens, effectivement, mais je vous dis, tout ça, ça fait partie d'une communication pour présenter toujours l'islam comme étant, les musulmans comme étant des victimes. Donc on entre, comme dirait François Duval, dans une stratégie victimaire, donc mettre en avant cet aspect musulman de cette minorité, pour ensuite la faire valoir par le biais de relais médiatiques auprès du monde entier, et en particulier de la communauté musulmane mondiale, la Oumma. Donc il y a vraiment une stratégie médiatique qui est mise en œuvre là, et malheureusement, ou en tout cas on le constate, les médias occidentaux, européens, participent à cette stratégie victimaire, parce que, comme je vous disais, il y a aussi cette idéologie mondialiste qui, elle également, y voit son intérêt dans l'affaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a, Jean-Marie, il y a aussi une base militaire chinoise, je crois, une base navale sur les côtes de l'Arakan, oui, parce qui fait partie du fameux collier de perles. Voilà, alors la Chine a mis non seulement ce collier de perles, c'est-à-dire un certain nombre de bases ou de
de ports en eau profonde tout autour de l'océan Indien, mais elle essaye de réactiver également depuis un certain nombre d'années. Elle est en train de quasiment de le parfaire. La route de la soie, alors certes, il n'y a pas qu'une seule route de la soie, on sait très bien qu'il y en a eu plusieurs. Néanmoins, elle essaye de développer ces routes et parmi celles-ci, vous avez celle qui passe et qui traverse la Birmanie, et qui est une route ancestrale. Et ce pipeline dont je vous parlais tout à l'heure est exactement sur ce tracé. La 72e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est ouverte il y a quelques jours maintenant. Lundi dernier, depuis Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme estimait que la situation semble être un exemple classique de nettoyage ethnique. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Et sinon, ou si oui, pourquoi ? Alors, nettoyage ethnique, alors qu'il y a un conflit entre les deux, c'est un fait, qu'il y a entre les deux parties, à savoir l'État birman et puis cette minorité des Rohingyas. Mais alors, je ne vois pas pourquoi l'ONU ne soulignerait pas les autres soucis dont souffrent d'autres minorités au sein de l'État birman. Je prendrai les Karen, par exemple, mais c'est également le cas avec d'autres minorités du pays. Je pense que l'ONU se fait également le porte-parole de cette idéologie mondialiste. Il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, c'était hier ou avant-hier, la conseillère de l'État du Myanmar, Aung San Suu Kyi, devait parler à l'ONU. Finalement, elle a reporté. Elle n'est pas venue, en tout cas, elle a envoyé le président. Elle a envoyé le président comme bouclier. Voilà. Néanmoins, elle devrait parler la semaine prochaine. Alors, ce qui est assez intéressant pour le cas d'Aung San Suu Kyi, c'est qu'elle avait été mise sur les rails déjà depuis plusieurs décennies pour en fait prendre le pouvoir. Néanmoins, la junte militaire, avant de partir, avait en 2008 modifié la Constitution de manière à ce qu'une personne mariée à un étranger ne puisse accéder au poste de président. Et comme il se trouve qu'Aung San Suu Kyi est mariée à un Britannique, eh bien, elle n'a pu accéder à ce poste. Néanmoins, mise sur les rails par les Occidentaux, on va dire. Oui, bien sûr. Donc, elle était, je vous dis, bien mise en avant par les tenants de l'idéologie mondialiste et les droits de l'homiste. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec sa prise de position, ou en tout cas son mutisme vis-à-vis de ce qui se passe dans l'état du Rakhine et de ses combats, eh bien, elle est en train de ternir son image qui avait été forgée dans les années 90-2000. Oui, elle fait l'unanimité contre elle, de l'ayatollah Khamenei aux organisations européennes et américaines. Oui, mais alors mais il faut comprendre un petit peu la raison pour laquelle elle agit de la sorte, c'est qu'elle sait l'importance déjà du bouddhisme dans son pays, elle-même en étant une. Il représente quand même comme je vous disais tout à l'heure, 88% de la population. Elle est birmane, elle est bouddhiste. Par ailleurs, elle connaît le poids de l'armée. Elle n'est pas totalement libérée du poids de l'armée. Elle voit aussi l'influence que peuvent avoir des mouvements comme le mouvement 969 et aussi la fondation Bouddha Dharma, qui sont deux organisations bouddhistes nationalistes et qui, eux, appellent directement à l'action contre cette minorité Rohingya. Donc, compte tenu de tout cela, elle ne peut pas désavouer l'action qui est menée contre cette insurrection armée Rohingya. Donc, cette image est en train cette étoile est en train de ternir dans nos médias mainstream en Europe et dans les pays occidentaux. Et je ne pense pas que même son discours la semaine prochaine change quoi que ce soit. Je pense pas qu'elle change de stratégie et qu'elle en vienne à désavouer cette politique. Alors, je ne pense pas qu'elle puisse regagner en popularité à l'international dans les mois, les semaines qui suivent, quoi.
Je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous discussions des Rohingyas et plus généralement de la situation de la Birmanie avec Jean-Marie, humanitaire et membre de l'association Village Carini, et Philippe Ragui, chargé d'études et directeur du département Asie du Sud-Est à l'Académie internationale de géopolitique. Vous vouliez intervenir, Jean? Oui, non, mais pour rebondir ce que vous disiez là sur la pression médiatique qui est mise sur Aung San Suu Kyi, on peut se demander s'il n'y a pas une volonté, on va dire, des pays occidentaux qui ont contribué à sa venue au pouvoir, à lui, en gros, lui mettre la pression au sujet des Rohingyas pour la pousser à mener la politique qu'ils veulent qu'elle mène. Oui, peut-être, mais néanmoins, que ce soit elle ou que ce soit son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, elle a quand même une assise. Hein, ce mouvement a quand même une assise, et Aung San Suu Kyi est consciente de ce qu'il y a derrière, à savoir des Birmans notamment, enfin en grande partie et essentiellement, et des bouddhistes. Donc elle ne pourra pas désavouer ce qui se passe. Bon, certes, elle pourra arrondir les angles et proposer une médiation ou alors l'intervention de l'ONU pour éviter la propagation ou la continuation du conflit, mais elle ne pourra pas faire autre chose. Elle ne pourra absolument pas désavouer ni les moines nationalistes, ni l'armée qui est nationaliste également. Elle est quand même dans la réalité du pays, dans la réalité du terrain. Elle sait très bien ce qu'elle peut faire, ne peut pas faire. Donc, elle ne pourra que poursuivre ce pourquoi elle a été élue, en tout cas, à savoir défendre l'intérêt des Birmans, et en l'occurrence des Birmans, la majorité des Birmans, et pas défendre des minorités telles les Rohingyas. Jean, vous vouliez intervenir? Non, oui, je voulais. Il faudrait peut-être rappeler que, contrairement aux autres conflits qui enflamment la Birmanie depuis des décennies, le conflit des Rohingyas qui s'est, on peut dire, rallumé il y a quelques années, a d'abord débuté par un conflit purement civil qui a opposé vraiment la population bouddhiste de l'État d'Arakan aux Rohingyas. Oui, c'est-à-dire que vous aviez un assez fort développement démographique des Rohingyas, et les Arakanais de souche avaient l'impression de devenir en tout cas de se faire voler leur territoire, puisque il suffit d'ailleurs de regarder les quelques courbes démographiques que l'on peut avoir à notre disposition. Bon, c'est assez difficile quand même. Néanmoins, on voit qu'il y a une progression de la population musulmane et que les Arakanais, eux, diminuent, ce qui fait que, il y a eu affrontement effectivement entre civils de cette province du Rakhine. C'est le témoignage que vous avez, Jean-Marie? Oui, alors nous, en gros, c'est à chaque fois qu'on parle, qu'on voit, on le lit plus dans les médias anglo-saxons, hein, qui couvrent le sujet depuis plus longtemps, et puis dans les médias régionaux, dans les médias birmans. Le conflit aurait repris à la suite d'un viol présumé d'une bouddhiste, d'une fille bouddhiste par des musulmans, et qui aurait conduit la population bouddhiste de tout un village à aller faire une descente, on va dire, musclée sur le marché, marché d'un village tenu plus par les Rohingyas. Et apparemment, il y aurait eu beaucoup de victimes lors de cette descente. Dans ce genre de conflit, je m'intéresse aussi à l'Indonésie, comme par exemple aux Moluques, il y a quelques années de cela. Vous avez toujours un élément déclencheur. Est-ce que vous pouvez préciser pour les auditeurs ce qui sont les Moluques, parce que... Les Moluques, c'est un des archipels qui composent l'Indonésie. Et vous avez eu entre 99, 2000, 2001 un conflit sanglant entre des Moluquois musulmans et des Moluquois chrétiens. Et donc vous avez toujours dans ce genre de conflit, donc c'était le cas aux Moluques avec un petit incident comme ça qui a mis le feu aux poudres. Et bien là, vous parliez de ce viol d'une bouddhiste par un musulman, mais ce genre d'événements ne sont en fait que des déclencheurs d'un long processus. Si je vous parlais tout à l'heure de
cette histoire des Rohingyas qui s'étaient battus aux côtés des Anglais contre les Birmans, c'était justement pour vous montrer qu'il y avait quand même des racines un peu plus profondes, des racines historiques dans ce conflit et dans ce ressentiment que peuvent avoir les Birmans bouddhistes ou racanais, par exemple, vis-à-vis des Rohingyas. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que Oui. c'est contrairement aux autres conflits qu'il y a en Birmanie, ça n'a pas directement opposé un groupe armé existant à l'armée birmane. Ça a d'abord opposé les Rohingyas aux bouddhistes d'Arakan. Oui. Par la suite, l'armée birmane a en quelque sorte sauté aussi sur l'occasion de mettre le gouvernement de Aung San Suu Kyi, de la NLD, de les mettre en porte-à-faux en allant régler le problème, on va dire, manu militari. Oui, parce qu'ils savaient aussi... Ils ont mis de l'huile sur le feu, en quelque sorte. Hein. Oui, mais ils avaient vent également du fait que un certain nombre de Rohingyas étaient en train de se structurer et de se militariser, et ce qui s'est traduit par ces organisations dont on a parlé tout à l'heure, ces organisations armées avec un but qui serait, parce qu'il est assez difficile de trouver leur but, mais en fait, ce serait l'indépendance, ou en tout cas l'autonomie du nord de cette province du Rakhine. Non pas, je pense pas à un rattachement au Bangladesh, mais en tout cas, une indépendance forte de cette portion du territoire birman, ce que les militaires birmans refuseront toujours. Donc, ce conflit est loin d'être terminé, ou en tout cas de s'apaiser, à mon sens. Alors, en plus, vu qu'on parlait de démographie tout à l'heure, justement, les théories officielles en Birmanie, enfin, on va dire le langage officiel, veut que personne ne parle du terme de Rohingya et qu'il les appelle en gros, qu'ils disent que ce sont des immigrés du Bangladesh. Alors, moi je pense qu'il y a une partie de vrai là-dedans, hein, c'est que si la population musulmane a très fortement augmenté en Arakan ces dernières années, c'est peut-être aussi à une grosse pression, une grosse immigration, sachant que quand on regarde les chiffres, je crois que la population du Bangladesh, c'est environ 150 millions d'habitants. Oui. Pour un territoire qui est beaucoup plus petit que la Birmanie. La Birmanie, elle a 50 millions d'habitants. Donc pour une densité en Birmanie d'environ 76 habitants par kilomètre carré, alors qu'au Bangladesh, on se retrouve avec 1000 habitants au kilomètre carré. Donc on peut penser, vu la porosité des frontières dans ces régions, qu'il y a eu ces dernières années des vagues, entre guillemets, d'immigration de Bangladesh vers l'état d'Arakan. Oui, c'est peut-être un peu le cas, mais moi je parle quand même néanmoins du taux de fécondité des femmes de cette minorité Rohingya, parce que vous avez d'autres minorités qui ne sont pas musulmanes qui augmentent aussi. Je parle de la minorité chrétienne qui elle aussi prend un peu plus d'ampleur. Bon, c'est très modeste, bien entendu, et là il n'y a pas de venue de pays tiers, quoi, si vous voulez. Donc c'est peut-être un des éléments, mais ce n'est en tout cas pas le seul à prendre en compte. Donc il y a aussi le taux de natalité des femmes de cette minorité Rohingya. D'ailleurs, est-ce que l'État central birman utilise les mêmes arguments quand il réprime les Karen ou les Karenni que ceux qu'il utilise à destination de la rébellion Rohingya ? Ce sont des conflits un peu plus différents, parce que en fonction des minorités, vous savez par exemple que certaines minorités sont un petit peu plus en Birmanie sont prises dans le trafic de drogue, par exemple, hein, notamment dans l'est du pays. Dans les Tachanes, notamment. Dans la Tachane, voilà. Donc c'est une des minorités qui est en proie au conflit, quoi, avec l'État birman, avec les militaires birmans, et avec
avec les Karen, enfin bref, moi je vois ça plutôt comme une palette vraiment avec des caractéristiques différentes, et je pense pas qu'on puisse les mettre sur le même plan, parce que je vous dis, il n'y a jamais une seule cause dans un conflit comme ça interne, comme celui de ceux qui peuvent avoir lieu en Birmanie. Il n'y a jamais une seule cause. Les causes sont multiples. Elles sont d'origine donc ethnique, religieuse, historique, culturelle, et il faut les ajouter. Il est toujours très difficile de démêler les chevaux pour savoir quel est vraiment celui qui est le plus important. Mais il n'y a jamais, comme je dis souvent, il n'y a jamais d'explication monocausale dans un conflit quand on l'approche d'une façon géopolitique. Et donc, il y a autant de réponses et autant de motivations en fonction de la part des militaires, en fonction de la minorité avec laquelle ils sont en conflit. Par exemple, Jean-Marie, est-ce que il y a une solidarité des Karen et des Karenni avec les Rohingyas, ou est-ce que cette solidarité pourrait exister au sens où ils sont en conflit ouvert ou larvé avec l'État birman, donc ils se sentiraient solidaires de ces autres rébellions? Alors, c'est des questions de béotien, j'entends bien, mais c'est pour que les auditeurs comprennent. Non, alors on va dire que la situation est donc comme le disait Monsieur Raghi, très compliquée, mais en tout cas, je pense qu'un rapprochement entre Rohingyas et les armées Karen ou Karenni serait pour l'instant difficile, étant donné que l'État d'Arakan, dans sa partie on va dire dans sa partie non Rohingya, c'est-à-dire dans sa partie bouddhiste, a un mouvement armé qui s'appelle l'Arakan Army, qui a été créé, je crois, en 2009. Ce mouvement armé a fourni des troupes au mouvement de l'Alliance du Nord, là, donc des États qui font la guerre contre l'armée birmane dans l'État Shan et dans l'État Kachin. En revanche, ils ont déclaré il n'y a pas longtemps qu'ils rentreraient en guerre contre les Rohingyas s'ils continuaient leurs exactions contre la population de l'Arakan. Et les Karenni et les Karen étant a priori des alliés des groupes armés qui sont actuellement en guerre contre l'armée birmane dans le nord de l'État Shan et dans le Kachin, je pense qu'un rapprochement est difficile. Est-ce que vous partagez le même avis, Philippe Raghi? Oui, écoutez, ce sont des alliés objectifs, mais de là à ce qu'ils mènent des actions coordonnées contre l'État birman, cela m'étonne quand même fort. Chacun a déjà fort à faire dans sa partie, dans son territoire, pour mener des actions coordonnées avec les autres minorités armées en conflit avec Naypyidaw. Non, mais l'armée d'Arakan, en fait, a été créée en 2009 et en fait, elle a été, on va dire, quasiment créée dans les camps de l'armée Kachin qui se trouve sur la frontière chinoise. En fait, ils ont plus fait la guerre dans le Kachin que dans l'Arakan. Est-ce que, d'ailleurs, la population d'Arakan leur a reproché, une partie de la population leur disait à une époque, écoutez, maintenant il y a les musulmans qui font la guerre chez nous, venez plutôt faire la guerre ici plutôt que contre l'armée birmane dans le Kachin. Vous savez que ce soit en Birmanie ou alors dans d'autres pays avec d'autres minorités, à partir du moment où vous avez des groupes armés, ils peuvent, pour des raisons quelquefois bassement matérielles, agir pour un tel ou pour un tel. Ce sont un petit peu vous avez des seigneurs de guerre qui, pour un temps vont agir pour tel groupe, tel intérêt, et le lendemain pour un autre en fonction de la situation du moment et de ce qu'ils peuvent y gagner matériellement parlant ou politiquement parlant. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ces actions menées par ces groupes armés contre les Rohingyas. Une dernière question, Philippe Raghi, une question de prospective. Comment imaginez-vous la suite du conflit? Comme je vous le disais tout à l'heure, je crains que ce conflit ne perdure.
car je n'en vois pas d'issue, puisque ce n'est pas seulement un problème interne à la Birmanie, c'est également un problème régional avec des intérêts comme ceux du Pakistan, avec des liens avec les mouvements islamistes de la Thaïlande du Sud. N'oublions pas que vous avez une rébellion à peu près du même ordre, mais un peu plus importante aux Philippines, à Mindanao. N'oublions pas aussi que vous avez des mouvements islamistes transnationaux en Indonésie. Vous avez des intérêts un peu plus lointains, je vous parlais des États-Unis, vous avez des intérêts financiers. Donc je ne pense pas malheureusement que ce conflit ne s'achève à bref délai. Alors ce que l'on pourrait peut-être imaginer comme scénario, ce serait la venue de troupes de l'ONU pour en tout cas figer le conflit et non pas spécialement le régler, mais en tout cas figer et empêcher de nouveaux massacres d'un côté comme de l'autre. Je ne vois vraiment pas d'autre issue et pas une véritable résolution, enfin de cette une véritable un véritable aplanissement de des différends entre les deux parties. Est-ce que cette solution a déjà été portée par certains États ou certains groupes d'intérêt ? Pour l'instant, non, mais je pense que c'est ce qui va se dessiner. Je ne vois pas d'autre issue, en tout cas. Même comme je vous le disais, même si cela arrivait, cela ne pourrait que figer la situation, mais en tout cas ne pourrait pas la résoudre sur le fond. Un peu comme ce qu'on a vu au Kosovo, finalement. Oui, les partis, je vous dis, le parti, les dissensions, enfin les problèmes seront gelés, mais ne seront pas résolus sur le fond. Et donc c'est pour ça que je ne vois pas véritablement d'issue favorable. Un grand merci Philippe Ragui d'avoir bien voulu accompagner cette émission. Et à très bientôt si nous reparlons du sujet, j'espère. Très bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir monsieur. Nous venons d'avoir Philippe Ragui, qui est directeur du département Asie du Sud-Est à l'Académie internationale de géopolitique. Et nous continuons cette émission avec Jean-Marie, humanitaire, membre de l'association Village Carini, ce qui nous permet peut-être d'expliciter un peu une partie de la conversation que nous venons d'avoir. Libération en date du 11 septembre. Titré « Rohingya, j'ai perdu mon mari et je meurs de faim ». Près de 300 000 personnes de cette minorité musulmane se sont réfugiées au Bangladesh depuis le 25 août pour fuir la répression de l'armée birmane. Dans les camps, les organisations humanitaires sont dépassées. Quelles sont les organisations humanitaires présentes à votre connaissance ? Alors, à ma connaissance, il y a de sources sûres l'UNHCR, donc, qui est le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies. Après, je pense qu'il y a toute la myriade de petites organisations humanitaires qui sont toujours à leur talon. Mais c'est principalement ça qu'il faut retenir, c'est que ces camps-là, ces camps ont été créés. Alors le chiffre de 300 000, moi je ne sais pas, mais il faut savoir, quand on étudie un peu les problèmes humanitaires, que la création du camp attire les réfugiés. Vous créez un camp pour une capacité de 100 000 personnes, il y a 100 000 personnes qui risquent de venir pour bénéficier ne serait-ce que de l'aide gratuite qu'on trouve dans ces camps. On est dans des régions très pauvres, surpeuplées. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait eu 300 000 Rohingyas aient fui la Birmanie. Oui, parce que c'est une question que j'ai pas posée, mais quel est le niveau de vie en Birmanie ? Alors le niveau de vie est très bas. Ce sont des régions très pauvres. L'État d'Arakan est très pauvre. D'où d'ailleurs, peut-être les raisons de ces conflits. S'il y avait tout pouvait être partagé, s'il y avait abondance de nourriture et de biens de consommation dans l'État d'Arakan, je pense que les bouddhistes n'auraient pas vu de problème à l'installation de ces populations musulmanes, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc c'est peut-être aussi une des raisons de ces problèmes-là. D'ailleurs, on a pu lire, on pouvait lire là dans la presse birmane que justement beaucoup d'Arakanais commencent à s'énerver du fait que l'aide humanitaire soit uniquement destinée aux Rohingyas. Je parle de l'aide humanitaire qui est apportée en Arakan
donc pas du côté Bangladesh. Et alors que la population bouddhiste de l'Arakan, elle, n'a jamais eu aucune aide. Et tout d'un coup, vu que les Rohingyas sont persécutés, ils ont toute l'aide qui leur est apportée. Oui, ce qui ne peut que créer quelques dissensions. Ah oui, ça ne va pas arranger les choses, je pense. À ce sujet, ça fait plusieurs fois qu'on évoque les ligues bouddhistes, les partis bouddhistes. Quelle est leur implication dans la politique en Birmanie? Qui défendent-ils? Comment comprendre cette interaction, cette imbrication entre le politique et le religieux en Birmanie? Alors, le pouvoir religieux en Birmanie est très très fort. La Birmanie est un pays très religieux. Les moines bouddhistes sont un des, comme le disait Monsieur Raghi tout à l'heure, un des piliers du pouvoir birman. Ils sont très sécularisés, on va dire. Donc, en Birmanie, vous avez des temples absolument partout. Dans la plaine centrale, donc la plaine birmane, je crois, il y a des temples. Il y a même parfois plusieurs temples au kilomètre carré. Il y a des temples dans les villes. Vous avez des temples tous les 200 mètres, des pagodes. Tous les Birmans bouddhistes font un séjour dans les monastères au moins une fois dans leur vie. Et la vie birmane est régie par les fêtes religieuses, par les temples. Donc c'est très très présent. Alors, on a pu voir par exemple la puissance de ce pouvoir-là en 1988 lors de la révolte, ce que les journalistes occidentaux ont appelé la révolte Safran, qui prouve déjà une grande... qu'était la révolte Safran pour les auditeurs? C'est une révolte des moines bouddhistes. Les moines bouddhistes sont descendus dans la rue à Rangoon avec une partie de la population. Alors bon, les causes sont multiples, hein, mais en gros, il y avait peut-être des réformes du gouvernement, de la junte militaire de l'époque qui ne leur plaisaient pas. Et donc, ils sont sortis dans la rue. L'armée birmane a tiré. Ça a été couvert par absolument tous les médias occidentaux de l'époque qui hurlaient, en gros, en disant « Ah, ces pauvres moines bouddhistes pacifistes se font tirer dessus ». Et maintenant, les mêmes médias nous apprennent la présence de moines bouddhistes extrémistes. Alors voire d'extrême droite même. Alors, quel vilain mot. Alors que ce sont les mêmes, ce sont exactement les mêmes. C'est simplement que les moines en Birmanie sont donc birmans et sont donc nationalistes. Et d'ailleurs, on le voit par exemple dans les États périphériques, donc par exemple le Karen ou le Karenni, qui ne sont pas des populations bouddhistes pour le coup, hein, qui sont animistes. L'implantation de monastères sert en fait aussi, au-delà de l'aspect religieux, sert aussi de vecteur de birmanisation du territoire. Donc le pouvoir central se sert du pouvoir religieux pour birmaniser, on va dire, ces États périphériques. Et d'ailleurs, pendant le conflit, par exemple dans l'État Karen, les militaires se servaient régulièrement de moines bouddhistes, pour envoyer des espions. Donc ils envoyaient des militaires déguisés en moines dans les villages. C'était la meilleure parade, hein, pour envoyer des personnes espionner ce qui se passait un peu partout. Donc en gros, il y a une méfiance, par exemple, dans ces territoires-là du bouddhisme. Cette méfiance du bouddhisme, elle est justifiée, quelles idées développe-t-il? Donc le nationalisme, la volonté d'exclure ceux qui ne seraient pas bouddhistes du partage du pouvoir et des hautes fonctions sociales? En gros, oui, c'est un peu ce qui, forcément, vu que on va dire que les bouddhistes ont une place importante dans l'ordre social de la société birmane, il est évident que lorsqu'un territoire est birmanisé et donc la vie sur ce territoire est en partie régie par la vie religieuse,
il est évident que qui n'est pas bouddhiste sera forcément écarté écarté de la vie sociale. Donc forcément, dans les territoires non bouddhistes, les gens s'en méfient. Il y a d'ailleurs eu, il n'y a pas longtemps, à Leucot, une querelle entre les chrétiens et des bouddhistes sur le fait que des chrétiens aient posé une croix en haut d'une petite montagne, d'une colline, et que je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le directeur du monastère, le moine qui dirigeait le monastère voisin, lui, allait implanter une pagode et a demandé à ce que les croix soient retirées. Il y a une querelle sur fond religieux. Donc, c'est pas... Est-ce que ces querelles civiles dégénèrent quelquefois, ou est-ce qu'on s'en tient à des oppositions politiques ? Non, alors pour ce qui est de par exemple des territoires Karenni, alors si on pourrait parler, par exemple, ça a été utilisé par l'armée birmane pendant le conflit Karen, où l'armée birmane a réussi à exacerber l'aspect religieux des vieilles vexations d'officiers de l'armée Karen qui étaient eux bouddhistes et qui étaient, on va dire, un peu écartés parce que le général, la personne qui dirigeait l'armée Karen à l'époque, elle était chrétienne d'église protestante. Et du coup, les militaires birmans ont utilisé ça ils ont réussi à faire éclater l'armée Karen en deux. L'armée s'est scindée en deux, la DKBA, donc l'armée bouddhiste, l'armée Karen bouddhiste et l'armée Karen régulière qui était donc dite chrétienne. Alors, en fait, dans les deux camps, il y avait les deux religions, mais on va dire que c'est un éclatement qui a été fait sur fond religieux. Oui, ça permet de déstabiliser en fait les troupes. Autre question pour que nous continuions à bien comprendre ce qui se passe en Birmanie et quel est l'état général du pays. On parlait du soutien extérieur que recevaient les Rohingyas et les musulmans. Est-ce que les chrétiens, les populations chrétiennes, reçoivent ce genre de soutien ? Alors, il y a beaucoup d'églises protestantes qui sont montées dans les camps de réfugiés. Donc, en fait, on retrouve souvent ce binôme de ONG et ce qu'on pourrait appeler des sectes évangélistes, des églises, souvent des églises américaines. Donc, on en trouve dans les camps de réfugiés, qu'ils soient Karen ou Karenni. Après, il y a, pour ce qui est du conflit Kachin, l'armée Kachin est une armée chrétienne. Alors ils ont des aides aussi de la même manière, qui sont des aides humanitaires, mais souvent qui viennent d'églises protestantes. Après, je pense que c'est sans commune mesure avec l'aide que pourraient apporter, par exemple, les Saoudiens s'il est avéré qu'ils aident les Rohingyas. Oui, il n'y a pas les mêmes moyens déployés. Voilà, je pense que c'est sans commune mesure. Alors, pour revenir à... tout à l'heure, vous avez posé la question de ce que les militaires... est-ce que les militaires amalgamaient, en fait, le conflit des Rohingyas avec les autres conflits ? Alors, en fait, ils l'ont fait. Les militaires se servent, on va dire politiquement, de ce conflit-là pour faire valoir leur position de garant de la sécurité du pays. Et ils ont produit des communiqués dans lesquels il était dit qu'ils allaient faire la guerre contre tous les terroristes. Donc c'était suite à des attaques qu'il y avait eu dans l'État Shan où donc des membres d'un groupe armé avaient attaqué des policiers dans la rue, ce qui est très très rare. D'habitude, les conflits sont des guérillas qui se font plutôt dans la jungle, dans les montagnes. Et là, il y a eu une attaque qui a été menée dans une ville importante de la frontière. Et du coup, ils ont sauté sur l'occasion, les militaires ont sauté sur l'occasion pour dire, regardez, il y a des terroristes musulmans, mais il y a aussi des terroristes là-bas, et nous, on fait la guerre contre tous les terroristes, et on est le pouvoir qui est garant de la sécurité du bon vivre en Birmanie. Ils ont organisé une manifestation
Alors c'était impensable. Ils ont organisé une manifestation dans Rangoon où il y a eu plusieurs milliers. Alors les journaux parlaient de 10 000 personnes, 10 000 Birmans qui manifestaient dans Rangoon pour l'armée. Ce qui était impensable il y a quelques années, où tout le monde, en gros, tout le monde était derrière Aung San Suu Kyi. C'était elle qui était qui avait le parti populaire. Et là, en gros, les Birmans ont réussi à faire cette pirouette, on va dire, à utiliser ce conflit-là pour asseoir leur code de popularité. Oui, il est intéressant de revenir sur le cas d'Aung San Suu Kyi, puisque c'était la figure birmane bien connue en Occident. Quelle était son image auprès des populations, par exemple Karen et Karenni? Alors justement, ça c'est une des choses à laquelle les journalistes occidentaux ne parlaient pas, mais ils n'en parlaient pas parce que je pense qu'ils ne connaissent pas le pays. Oui, c'est assez fréquent. Oui. Et en fait, elle n'était pas du tout populaire dans les États périphériques. Hein. Le portrait d'Aung San Suu Kyi ne se retrouvait pas dans toutes les maisons de l'État Karen ou de l'État Karenni. Et quand vous posez la question à ces personnes-là, eux, ils vous disent de toute façon, c'est une Birmane. Sous-entendu, c'est une Birmane, elle va mener la politique des Birmans. Il faut comprendre Bamar, hein, l'ethnie birmane. Et du coup, pour eux, quoi qu'il arrive, elle changera pas grand-chose à leur problème. Alors, il nous reste 10 minutes pour continuer à essayer de comprendre ce qu'est la Birmanie, dont on nous parle aujourd'hui via les Rohingyas, mais l'intérêt de cette émission, je le crois, en compagnie de Jean-Marie Humanitaire et membre de l'association Village Karenni, c'est de montrer qu'il y a bien plus à dire et bien plus à comprendre dans ce pays. Les chrétiens, Karen ou Karenni, ou ces peuples-là, quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs revendications politiques ? Alors eux, en gros, c'est une certaine autonomie. En fait, c'est de revenir à un État birman fédéral. Alors c'est ce qui avait été entamé par le père d'Aung San Suu Kyi, qui était le héros de l'indépendance et qui malheureusement en fait a été assassiné au tout début de l'indépendance, hein, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et juste après, les militaires ont pris le pouvoir et ont mené cette politique jacobine qui n'a cessé jusqu'à présent. Donc eux, leur revendication, c'est de dire on a des territoires, on veut être à même de gérer nos territoires. Ils veulent une application du principe de ce qu'on appellerait le principe de subsidiarité. Alors que ce qui se passe en fait quand les Birmans, donc quand l'armée birmane contrôle un territoire, ils gèrent les ressources, ils créent des sociétés minières qui leur appartiennent. Ils rasent les montagnes, notamment pour le bois de teck et puis les autres bois précieux qu'on y trouve. Et la population locale, au mieux sert de main-d'œuvre gratuite, hein, au pire se fait dégager, quoi. Et cette situation, est-ce qu'elle est portée à Rangoon, à la capitale ? Est-ce qu'il y a des mouvements d'ampleur nationale qui représentent cette ambition fédéraliste ? Alors il y a en fait, on en parlait tout à l'heure, là, l'union, on va dire c'est l'union des ethnies, on pourrait appeler ça l'union des ethnies rebelles. Donc c'est tous les groupes qui n'ont pas signé des accords de paix avec les Birmans, dont certains ont entamé des cessez-le-feu, hein, comme les Karenni, mais qui n'ont pas signé d'accord de paix tant que certains points ne seraient pas respectés, notamment le retrait des grosses bases militaires birmanes sur leur territoire. Et donc ce groupe-là, par exemple, a un secrétaire général, un directeur, et vont rencontrer Aung San Suu Kyi, vont parler, sont représentés. Alors ils sont pas officiels, mais ils sont reconnus de fait, puisque à eux tous, ils doivent, en gros, leur groupe armé rassemble plusieurs milliers d'hommes, hein, qui sont entraînés, qui sont armés à la guérilla. Quel type d'armement, par exemple ? Alors c'est des armées de guérilla, hein, surtout, donc c'est fusils d'assaut, de l'artillerie légère, et ça se limite à ça. Alors après, il y a quelques groupes qui ont plus d'argent, notamment ceux qui sont dans les trafics de drogue notamment.
dont certains groupes ont même des petits véhicules blindés, enfin ils ont des véritables camps retranchés dans le territoire. Mais sinon, la plupart, c'est des armées, on va dire des armées de volontaires, et qui sont, je sais pas, similaires pour les Français à ce qu'étaient les guérilleros vietnamiens pendant la guerre d'Indochine, enfin le Viet Cong ou ces choses-là. Donc, ils sont armés légers, puis ils crapahutent dans les montagnes et ils mènent une guerre de guérilla contre le gouvernement birman. On a beaucoup évoqué le sujet de la drogue au sein de l'émission. Quelles sont les ethnies ou les groupes armés qui représentent ce genre d'intérêt ? Alors, on les retrouve, en fait, c'est principalement dans l'État Shan que la culture du pavot est faite, et maintenant la confection de méthamphétamine dans des laboratoires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, c'est l'armée birmane est elle-même complètement mouillée dans ce trafic-là. Donc, il y a justement, ils font moins la guerre est moins faite contre les groupes qui cultivent qui font ce genre de trafic. Ce qui laisse pantois sur les ressorts et la complexité du pays. Encore 5 minutes d'émission pour que les auditeurs puissent comprendre la situation de la Birmanie en compagnie de Jean-Marie, qui est membre de l'association humanitaire Village Karenni. Pour certains, on situe mal l'organisation des voies de communication entre la capitale et ses États. Par exemple, pour aller de Rangoon à l'Arakan, combien de temps ça met ? Comment s'y prend-on ? Alors, les routes sont très mauvaises, hein, globalement dans toute la Birmanie. Alors, il y a un axe, on peut dire un axe nord-sud qui traverse la plaine centrale qui est en bon état. En revanche, dès qu'on s'écarte, c'est des petites routes mal entretenues, des pistes dont certaines sont inaccessibles en saison des pluies. Donc en général, on compte les déplacements en demi-journée, en journée, voire en jour. Ou sinon, en heure si on prend des vols internes. Mais par exemple, oui, pour aller dans l'Arakan, je pense qu'il faut compter une journée complète depuis la capitale. Et c'est la manière dont vous vous déplacez, vous, par exemple, pour aller dans le territoire Karenni ? On prend beaucoup le bus, oui. On prend beaucoup le bus. On peut même prendre le bateau. Il y a des voies de communication fluviales. Mais globalement, c'est le bus, oui. Cette difficulté à joindre l'ensemble du pays, est-ce que pour vous ça explique l'idéologie centraliste jacobine du gouvernement en fait, comme c'est un territoire qui est difficile à coordonner, à maîtriser, on pourrait entendre que finalement c'est la seule manière pour l'État birman de maîtriser sa population. Je pense qu'en fait c'est plutôt une des conséquences du jacobinisme, hein. La plupart des voies de communication, il y avait des voies de communication, des voies ferrées qui ont été montées au temps de la colonisation britannique, on pouvait aller quasiment jusqu'à l'extrême nord du pays. Ces voies n'ont pas été entretenues par les gouvernements, enfin par le gouvernement de la junte militaire. Et puis voilà, certaines ont disparu. Les voies ferrées actuelles sont celles qui datent globalement de la colonisation. Donc, je pense que c'est plutôt une des conséquences de la politique centraliste. Et la Grande-Bretagne intervient-elle actuellement dans la gestion du conflit ? Ah oui, très certainement. Je pense que quand on parle des pays occidentaux, notamment sur l'affaire des Rohingyas, je pense que quand il y a les États-Unis, les Britanniques ne doivent pas être très loin, hein, sachant que Aung San Suu Kyi a vécu très longtemps là-bas. Vous parliez tout à l'heure des chrétiens. Justement, il y a eu un mot du pape très récemment sur les Rohingyas qui a fait... en gros, le pape a dit qu'il s'inquiétait beaucoup du sort et de la reconnaissance des Rohingyas par l'État birman. Ça a un peu hérissé les cheveux visiblement du clergé local. Ah bon ? Oui, voilà, ils se sont inquiétés de ces mots du pape, sachant que
que là-bas c'est très très sensible. En Birmanie, ce conflit-là est très très sensible. Les gens ne parlent jamais de Rohingya, par exemple. Le mot n'est pas prononcé dans la rue à Rangoon, dans les cafés. Et ces mots du pape, le clergé local s'est inquiété que ces mots du pape puissent avoir des répercussions négatives sur la population chrétienne et voire catholique du pays, quoi. Que les bouddhistes, qu'en gros, ça focalise l'attention contre eux, alors que je pense que globalement, l'Église catholique là-bas a toujours réussi à rester extérieure à tous les conflits, à faire son boulot, on va dire. Non, mais sans prendre parti intégrante d'un côté ou de l'autre. Et là, c'était dans les journaux birmans, ces mots du pape ont fait peur. Un grand merci Jean-Marie. Je rappelle que si vous voulez suivre toutes ces activités, vous pouvez vous rendre sur Facebook ou sur Internet et taper Village Karenni. C'était le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. Une bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 14 septembre 2017. Elle est diffusée pour la première fois mercredi 27 septembre 2017 de 21h30 à 23h et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.